Dans le vaste et généreux royaume de Nimbali, la famille Mbaru était renommée pour sa richesse immense et son influence. On disait que leurs ancêtres avaient découvert des gemmes précieuses sur leur terre, qu'ils avaient échangées avec des contrées lointaines, amassant une richesse incommensurable. Cette fortune permettait aux Mbaru de posséder plus de terres que le royaume lui-même, leur valant un immense respect, surpassant même celui du roi de Nimbali. La famille Mbaru résidait dans un manoir énorme, plus grandiose et splendide que le palais du roi. Ce manoir était si vaste qu'il pouvait accueillir toute la communauté. À l'intérieur de ces murs luxueux, 10 familles vivaient ensemble en harmonie, toutes sous la direction de Kinu, le fils aîné et le plus riche. Malgré sa richesse, Kinu manquait d'éducation formelle. Pour gérer les vastes affaires du domaine, il épousa Leila, une femme sage et belle, connue pour son intelligence exceptionnelle. Leila avait la responsabilité de gérer les finances et les affaires de la famille, une tâche qu'elle accomplissait avec précision. Cependant, son intelligence la rendait arrogante et condescendante. Elle dirigeait la maison d'une main de fer, exigeant respect et obéissance de tous. Les autres femmes de la famille, bien que mariées au frère cadet de Kinu, craignaient la colère de Leila et cherchaient son approbation pour chaque décision. L'influence de Leila s'étendait au-delà du manoir, atteignant le royaume de Nimbali. Elle quittait rarement le manoir, mais lorsqu'elle le faisait, sa présence était ressentie par tous. Même le roi reconnaissait son pouvoir, la respectant comme si elle était de la royauté. Malgré sa richesse, son pouvoir et son influence, Leila avait un désir inassouvi qui assombrissait son bonheur. Elle désirait ardemment avoir un enfant. Ce souhait non réalisé la rendait amère et envieuse des autres femmes de la maison qui avaient des enfants, entraînant des tensions et des discordes au sein des murs grandioses du manoir. Leila et Kinu avaient essayé pendant de nombreuses années d'avoir un enfant. Ils avaient sollicité l'aide des meilleurs guérisseurs et médecins de Nimbali et des royaumes voisins. Mais aucun ne pouvait fournir de solution. Cette infertilité pesait lourdement sur Leila, contribuant à son amertume. Elle dirigeait sa frustration vers les femmes du manoir qui avaient des enfants, les traitant avec mépris et jalousie. Un jour, une servante nommée Tala tomba malade en servant Leila. Par peur, Tala ne l'informa pas et continua ses tâches jusqu'à s'effondrer. Dans un accès de rage, Leila congédia Tala et ordonna à son homme de main de trouver une nouvelle servante. L'homme de main revint avec une jeune fille belle nommée Dena. Dena, âgée de seulement 18 ans, était orpheline et avait un passé difficile. Elle avait été adoptée par une famille qui l'avait ensuite maltraitée, la forçant à s'enfuir. Elle vivait dans une cabane abandonnée, vendant des légumes pour survivre lorsqu'elle fut recrutée pour servir Leila. Dena était différente des autres servantes. Elle était silencieuse et réservée, souvent seule, ce que Leila interprétait comme de l'arrogance. Par conséquent, Leila traitait Dena durement, la punissant pour la moindre erreur. Malgré ce traitement sévère, Dena choisit de rester. Endurer la brutalité de Leila semblait mieux que sa vie précédente de difficultés. Elle supportait silencieusement la colère de Leila, espérant un avenir meilleur. La maltraitance de Leila envers Dena était incessante. Le comportement silencieux de la jeune servante ne faisait qu'alimenter la perception de Leila qu'elle était fière et défiante. Ce traitement sévère continua jusqu'à ce qu'un jour fatidique, un incident se produisit qui allait tout changer. Leila ordonna à Dena de préparer un bain chaud, et lorsque l'eau était trop chaude, Leila, dans un accès de colère, éclaboussa Dena avec l'eau bouillante. Alors que Dena criait de douleur et arrachait ses vêtements, Leila remarqua une marque de naissance unique sur le dos de Dena, déclenchant des souvenirs d'un secret douloureux de son passé. La vue de la marque de naissance sur le dos de Dena ramena Leila à un sombre chapitre de sa vie. Adolescente,
Léla avait été envoyée vivre chez sa tante. Le mari de sa tante profita d'elle, entraînant une grossesse. Lorsque Léla rapporta l'incident, sa tante refusa de la croire et la jeta dehors. Seule et effrayée, Léla donna naissance à une petite fille. Incapable de s'en occuper, elle la laissa dans un orphelinat, la marquant d'une marque de naissance distinctive pour s'en souvenir. Hantée par la marque de naissance sur le dos de Dena, la curiosité de Léla grandit. Elle décida d'enquêter sur le passé de Dena. Elle visita l'orphelinat où elle avait laissé son bébé des années auparavant et s'enquit de la jeune servante. Après des enquêtes approfondies, Léla découvrit la vérité choquante. Dena était en effet sa fille. La réalisation frappa Léla comme un coup de tonnerre, la remplissant de culpabilité et de regret pour le traitement sévère qu'elle avait infligé à sa propre chair et à son propre sang. Le remords de Léla la consuma. Elle ne pouvait pas supporter la pensée que la fille qu'elle avait tant désirée était devant elle tout ce temps, endurant sa cruauté. Ses nuits devinrent sans sommeil, et ses jours furent remplis de tourments. La culpabilité pesait lourdement sur son cœur, la conduisant à prendre une décision courageuse. Léla rassembla la famille et confessa tout, révélant la véritable identité de Dena et le secret qu'elle avait gardé caché pendant tant d'années. La famille fut stupéfaite par la révélation de Léla. La vérité apporta une vague d'empathie et de tristesse, et ils accueillirent Dena comme l'une des leurs. Cependant, le poids de son passé et la cruauté qu'elle avait montrée à Dena étaient trop lourds à supporter pour Léla. Le stress accablant la conduisit à subir un AVC, la laissant paralysée. Confinée à un fauteuil roulant, la présence autrefois commandante de Léla était réduite à une ombre de son ancienne gloire, marquée par le regret et la tristesse. Confinée à son fauteuil roulant, Léla regardait impuissante la famille qu'elle avait autrefois dirigée d'une main de fer l'ignorer maintenant. Le respect qu'elle avait commandé par la peur et l'intimidation avait disparu. Sa paralysie était un rappel constant de ses erreurs passées et du traitement cruel envers sa propre fille. Elle réalisa que son amertume et son arrogance l'avaient isolée de ceux qu'elle contrôlait autrefois. Et maintenant, elle était seule dans sa souffrance. Les autres membres de la famille, qui avaient craint et ressenti de la rancune envers Léla, la traitaient maintenant avec la même indifférence qu'elle leur avait montrée. La matriarche autrefois puissante était maintenant une figure de pitié. Dena, malgré la douleur et les cicatrices infligées par Léla, montra de la compassion et du pardon. Elle s'occupait des besoins de sa mère, incarnant la gentillesse et l'amour que Léla n'avait pas su lui montrer. Les journées de Léla étaient remplies de regrets en voyant la cicatrice sur le visage de Dena, un rappel permanent de sa cruauté. Elle souhaitait avoir été plus gentille et plus aimante envers tout le monde, en particulier envers Dena. La réalisation que sa dureté lui avait privé de la joie de connaître sa fille dès le début pesait lourdement sur son cœur. Elle comprenait trop tard que le pouvoir et la richesse ne signifiaient rien sans compassion et gentillesse. La famille, désormais unie et solidaire les uns des autres, prospérait. Le manoir, autrefois un lieu de tension et de peur, était devenu une maison remplie d'amour et d'harmonie.